C'est vrai qu'on en parle depuis le début du conflit, en fait tout simplement depuis le 27 février dernier, le jour où Vladimir Poutine mettait en alerte la force de dissuasion russe. La force de dissuasion, c'est tout simplement la force nucléaire. Il est ensuite revenu plusieurs fois sur cette option, notamment devant des députés à Saint-Pétersbourg. Et on va voir avec vous, Kadi Adoum Douas, ce qu'il en est concrètement du niveau de l'armement nucléaire russe. Alors Jean-Mathieu, d'abord, Vladimir Poutine avait prévenu, c'était aux premières heures de l'invasion de l'Ukraine, quiconque tentera d'interférer avec nous ou menacer notre pays doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et aura des conséquences que vous n'avez jamais encore connues. Le message est clair et c'est d'autant plus inquiétant que la Russie dispose de l'arsenal nucléaire le plus important au monde. Voyez justement ces données du CIPRI, c'est le Stockholm International Research Institute. La Russie et les États-Unis possèdent à eux seuls 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Et vous le voyez, un avantage entre guillemets à la Russie sur l'arsenal total, 6255 face aux États-Unis, 5550 et 1625 ogives déployées, c'est-à-dire prêtes à être tirées, contre 1800 aux États-Unis. Dans cet arsenal, on trouve également un missile qui fait froid dans le dos, c'est le RS-28 Sarmat, que l'OTAN surnomme Satan II. C'est la plus importante arme nucléaire intercontinentale jamais conçue, avec un rayon de plus de 10 000 km et qui pourrait rayer de la carte un pays grand comme la France. Alors à noter également que l'allié russe, la Biélorussie, a changé sa constitution pour pouvoir accueillir justement du matériel nucléaire. Des missiles intercontinentaux russes de courte ou moyenne portée pourraient être déployés depuis la Biélorussie, qui est aux portes de l'Europe. La Biélorussie qui apparaît plus que jamais comme un avant-poste de la Russie pour faire pression sur l'Europe. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Kadi Adoum Douas. Un mot, Général Trinquant, quand la Russie parle éventuellement, on ne sait pas, de frappe nucléaire tactique. C'est-à-dire quoi, tactique, en fait, nucléaire tactique? On a l'impression que ça peut provoquer tellement de ravages, en fait, cette arme, qu'on se demande à quel point ça peut être tactique. Si, alors, c'est pour clarifier, pour le stratégique, si vous voulez, c'est, pour faire simple, la frappe anticitée. Vous détruisez Paris, vous détruisez Londres. La frappe tactique, c'est une frappe sur le terrain. C'est-à-dire que ça serait, par exemple, en Ukraine, à un endroit où les forces russes, j'imagine quelque chose auquel je ne crois pas, mais dans le Donbass, veulent détruire les défenses pour pouvoir passer. Ils frappent avec un missile tactique sur une partie du front de façon à créer une trouée et pouvoir l'exploiter, puisque l'exploitation nucléaire, ça existe avec des blindés. Donc voilà, moi je n'y crois pas, parce que le nucléaire, c'est le nucléaire. Qu'il soit tactique ou stratégique, je veux dire, on change de nature, on change la nature, et les Russes savent très bien qu'à partir du moment où on arrive dans le nucléaire, Lavrov lui-même l'a dit, il a dit c'est la fin du monde. Donc voilà, donc je pense que, on le voit depuis le 24 février, les Russes soufflent le chaud et le froid. Un coup, c'est le nucléaire, un coup, c'est pas possible, un coup, c'est possible. Donc, c'est une espèce... C'est pour nous faire bouger, nous, opinion publique, faire peur aux opinions publiques, mais sur le fond, c'est un aveu de faiblesse. Si on passe au tactique ou au stratégique, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Oui, qu'on a perdu aussi. Oui, Emmanuel Dupuis. Oui, alors la stratégie russe, c'est simple. Escalade pour obtenir une désescalade. Donc, en fait, on brandit une menace qu'on n'est pas forcément sûr de mettre à exécution, pour être prise au sérieux et pour commencer la discussion. C'est vrai que l'utilisation du nucléaire tactique fait partie de la doctrine russe, de l'ordre du kilotonne, mais il faut quand même préciser quelque chose. Le 27 février, le président russe a mis en alerte les forces de dissuasion qui ne sont pas que nucléaires. Et il joue sur l'ambiguïté, justement. Donc d'avoir la capacité nucléaire. Les missiles intercontinentaux, le missile intercontinental Sarmat qui a été... le fameux Satan II. Le fameux Satan II, 5e génération après le Voyvoïder qui existe déjà, peut transporter des têtes nucléaires, mais peut ne pas en transporter. Bien sûr. L'ambiguïté. On parle d'une dizaine ou une quinzaine de têtes nucléaires. Et donc, justement, la question je vois 250 pour atteindre Paris. Alors ça, c'est les chiffres en fait, de la télévision russe. Oui, voilà. Encore faudrait-il que les missiles soient à Kaliningrad. Ils n'ont pas été qualifiés. Alors Kaliningrad, il faut juste montrer, c'est une petite enclave. C'est une petite enclave russe qui est au-dessus de la Pologne, en fait. Qui est au-dessus de la Pologne, absolument. Où se trouve la flotte de la mer Baltique et où se trouvent les missiles Iskandar, donc c'est ces missiles de plus courte portée, qui là peuvent avoir une capacité nucléaire, mais qui sont des missiles que l'on maîtrise déjà, avec des intercepteurs, des missiles supersoniques. Là, le président Poutine joue de nouveau sur les mots. En mars 2018, il a dit qu'il y a une nouvelle génération d'armes, hyper véloces, ils ne sont pas tous
hypersoniques en jouant sur la capacité qu'aucun pays ne peut les intercepter. Et donc, vous faisiez référence à l'émission de Russia 1, où les 3 commentateurs ont brandi affirmé 200 secondes pour atteindre Londres, 206 secondes, je crois, ou 202 secondes pour atteindre Paris, 100 secondes pour atteindre Berlin. Encore fallait-il qu'il soit à Kaliningrad, encore fallait-il que le missile soit qualifié. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul tir final, et donc c'est pas avant des années, et accessoirement, on n'est pas du tout certain que ces missiles soient aussi efficaces que les Russes le disent. Alors, à la Poédie, il y a aussi, en effet, une volonté donc, des forces russes de se dire, tiens, on agite cette menace pour la désescalade ensuite, mais le Kremlin est aussi une affaire de communication aussi. On sait très bien que ce mot-là fait extrêmement peur. On se souvient, quand on parlait de combat à Tchernobyl, on sait bien qu'il y avait plus de fuites radioactives, que la centrale ne marchait plus, mais on craignait ça tout de même. Il ne faut pas oublier que chaque fois quand on regarde la télévision russe, les Russes ne s'adressent pas à nous, ils ne s'adressent pas à l'international, ils s'adressent à leur population. Donc, et là, cette menace nucléaire, c'est peut-être la dernière chose qui leur reste pour affirmer leur puissance, pour un peu faire jouer la fierté nationale. Vous voyez à quel point nous sommes forts, nous sommes qu'à 200 secondes de capitales européennes. Donc, soyez rassurés, nous gérons les choses. Et la population est avide aujourd'hui de ce genre de déclaration parce qu'ils ont tout perdu. Quand on voit la chute qui commence de l'économie russe, quand on voit qu'aujourd'hui les Russes se battent dans les supermarchés pour obtenir 1 kilo de sucre ou 1 kilo de farine, et on voit ces vidéos qui inondent les réseaux sociaux, on comprend que là, en ce moment, il n'y a plus rien qui reste, sauf ces grandes menaces de destruction de tous les ennemis. Et bien sûr, bien évidemment, dans le rôle, la Russie se présente toujours dans le rôle de vainqueur devant cette population. Donc, pour moi, c'est un jeu. Il ne faut pas faire attention parce que, bon, dans tous les cas, aujourd'hui, mais le moindre mouvement lié à l'enclenchement de l'exécution de cette menace nucléaire, mais on le saura parce que, comme on dit, dans l'époque de technologie développée où les satellites observent à 1 centimètre, je sais pas, carré de près, bien évidemment, on saura répondre rapidement. Et aussi, je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques jours, le chef de l'état-major américain, général Milley, qui a appelé le général Gerasimov, il lui a annoncé aussi qu'on entend bien ces menaces, mais il faut qu'ils sachent, les Russes, que les Américains, ils ont travaillé une bombe d'une pénétration très importante. C'est une nouvelle arme que les Russes n'en ont pas. Il n'y a rien à faire qui arrive jusqu'au bout de n'importe quel bunker. Et on sait aussi très bien que Google a enlevé toute la protection sur tous les sites stratégiques russes. Donc aujourd'hui, on peut tous voir où se trouve le bunker de Poutine. Général Trinquant. Oui, simplement, le nucléaire, appelons-le, c'est d'abord la dissuasion. Vous citiez la discussion entre un général américain et un général russe, ça fait partie de la dissuasion. Le dialogue doit être présent. Je vous regarde, je sais. Vous savez que si vous appuyez sur le bouton, on appuie de l'autre côté. C'est sûr, ça, pardon, général. C'est-à-dire qu'on ripostera. C'est-à-dire que l'utilisation d'une arme nucléaire tactique, on répond ou on dit c'est pas bien. Attendez, par définition, la dissuasion, on vous ne marque jamais quelle est la ligne qu'on franchit. Sinon, vous révélez vos cartes et donc c'est plus la peine. Donc, la première chose, c'est d'avoir confiance dans les décideurs qu'ils iront jusqu'au bout de la stratégie qui a été mise en place. Et lorsque les Russes disent ça, ils savent très bien que les Américains, les Français, les Britanniques font ça. Et qu'ils se parlent et qu'ils se disent « Attention, on ne joue pas à ça ».